Alors, bonjour à tous, Olivier Ropito. On est là pour le meet-up du district, comme presque tous les jeudis. Est-ce que Sébastien, tu peux me confirmer que on voit bien ton écran Oui, et c'est que vous bon. m'entendez bien? C'est bon, on t'entend bien. Et Impec- côté écran, ça a l'air bon aussi. Bon, eh bien, c'est parti. Et alors donc, meet-up du district. Aujourd'hui, donc, ce sera une présentation de la société Atos. Alors, c'est une société que je connais bien, puisqu'en fait, je suis détaché Atos, moi. Donc, je suis Olivier Ropito, je suis au district business coach sur le coaching de start-up. On va tout de suite enchaîner sur la slide suivante, s'il te plaît, pour présenter rapidement le district. Donc, le district, c'est l'accélérateur de start-up d'Aerospace Valley qui est situé dans les locaux toulousains au sein du B612 et qui propose donc l'accompagnement, la mise en relation avec l'ensemble du carnet d'adresses, et puis la visibilité au travers des réseaux sociaux qu'on verra tout à l'heure, et puis l'opportunité de se former avec notamment un de nos partenaires techno qui est IDGO. Et puis pour ceux qui sont déjà venus au sein du B612, un espace de travail plutôt convivial. C'est vrai qu'on a des locaux assez sympas. On a à la fois des startups qui sont en mode résidentiel et puis d'autres qui sont en mode networking, c'est-à-dire qui viennent bénéficier, qui ont leurs propres locaux, mais qui viennent bénéficier des salles de réunion quand ils ont besoin, et des parties coaching qu'on fait avec ma compère Christa, notamment sur les aspects scaling d'un côté et business développement de l'autre. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. Donc, nous avons effectivement un certain nombre de partenaires technologiques qui nous apportent des algorithmes, des images, de l'accès à leurs propres experts, etc. Aujourd'hui, donc, on fait un focus sur la société Atos. On avait déjà fait un webinaire un peu similaire l'an dernier sur la partie plutôt Mundi et très axée application spatiale. On va cette année élargir un petit peu et c'est ce que va vous présenter Sébastien dans la foulée. Je vais juste finir sur la partie district avec la slide suivante pour vous dire si vous n'êtes pas encore abonné à nos différents réseaux sociaux, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous aurez comme ça en live les différentes infos des startups, des partenaires et puis de nos événements. Voilà, je te laisse la main, Sébastien. Peut-être juste avant, préciser comme d'habitude que vous pouvez vous poser vos questions dans la partie chat de l'outil et que je les poserai alors soit au fur et à mesure, soit à la fin si on a le temps. Et puis sinon, on répondra à toutes vos réponses. Vous aurez dans la dernière slide les coordonnées des différents intervenants Atos et vous pourrez les joindre en direct. Et puis sinon, n'hésitez pas évidemment à faire la liaison avec moi. Je ferai la liaison avec mes collègues d'Atos euh, via mon adresse à Aerospace Valley. Vous me connaissez la plupart. Sébastien, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous rappelle brièvement la société Atos, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Atos, c'est une société du CAC 40 qui est basée en France, qui a environ 150 000 employés dans le monde. On fait 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires environ chaque année. Et moi, chez Atos, je suis en charge du laboratoire d'innovation qui est basé à Toulouse. On aura l'occasion de vous présenter quelques éléments par la suite qu'on fait dans la région. Si on regarde de plus près ce qui se passe dans le sud-ouest, c'est sur le territoire Aerospace Valley. Donc on est implanté à Bordeaux, à Toulouse, et puis sur l'est de l'Occitanie, à Montpellier également. Et je vais d'ailleurs passer la main à Jérôme Ray, qui dirige l'implantation de Montpellier et également le réseau des laboratoires d'innovation qui sont sur l'ensemble de la France. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Donc oui, Jérôme Ray, je m'occupe de l'innovation pour la practice TS en France. Alors, quand on parle d'innovation chez Atos, on parle de beaucoup de brevets. Hein. Aujourd'hui, Atos, c'est plus de 4500 brevets.
c'est un investissement fort dans la R&D avec 2% de chiffre d'affaires. Donc, comme disait Sébastien, 2% quand on parle de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça commence à faire des sommes conséquentes pour faire de la R&D. Et donc, comment on est structuré? On a une forte implantation mondiale par une communauté scientifique qui est répartie sur le globe, de plus de 150 scientifiques qui sont identifiés et qui ont la tâche de délivrer la vision d'Atos sur les futures technologies à l'échelle de 2, 3, 5 ans. Et donc, il délivre un document qui est fourni et sur le web, accessible sur le site Atos, de quelle est la vision de la communauté scientifique d'Atos dans les prochaines années qui arrivent sur les différents thèmes tels que l'IoT, le quantique, l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc ça, c'est le socle vraiment de l'état de l'art, de réflexion de l'innovation chez Atos. Et puis ensuite, de là, il y a plusieurs possibilités de faire de l'innovation par le biais de différents laboratoires. Et nous, en France, on a ce réseau d'Inolab qui est ventilé sur tout le territoire. On a aujourd'hui 9 Inolab et un 10e en construction sur Aix-en-Provence, donc qui ont à chacun leur spécificité et le fait d'être impliqué dans l'écosystème régional. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être impliqué dans l'écosystème régional? C'est bien sûr être proche de nos clients régionaux, d'être proche du monde académique et de la recherche intrinsèquement, et puis aussi bien sûr de toujours embarquer les startups. Et donc on a différents programmes qui nous permettent de toujours être au plus proche des startups qui peuvent amener des compléments. Et Atos est très enclin à accompagner comme ça le développement des startups dans l'écosystème régional. Et puis tout ça, ça vient s'intégrer au niveau plus global, puisqu'on a, comme c'est écrit sur le slide, 9 Business Technology Innovation Center. Donc ça, c'est dans les grosses capitales où est implanté Atos, on a un centre comme ça qui permet d'accueillir les exécutifs de nos clients pour passer la journée, pour montrer tous les cas d'usage qu'on peut proposer en fonction de l'industrie du client. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre réseau? L'état de l'art qui s'appuie sur la communauté scientifique, nos Inolab qui permettent de faire des workshops et définir des use cases avec nos clients. Et puis après, on part dans des propositions, des preuves de valeur, et puis des proof of concept qu'on est capable de délivrer. Voilà. Donc, je pense qu'on peut passer au deuxième slide. Comment on accompagne et comment on travaille avec les startups. Il y a déjà on essaie de définir à chaque fois qu'on a identifié une compagnie qui montre un intérêt soit fonctionnel, soit technique, ça peut être les deux. On lui identifie ce qu'on appelle les 4P, donc un par un, qui va lui permettre d'adresser par l'intermédiaire de nos clients et de notre force commerciale les marchés qui l'intéressent. Un pilote, définir le cas d'usage pilote qui donne le plus de valeur auprès de nos clients. On est très attaché au fait de pas, on n'est pas à Atos là pour piller la propriété intellectuelle des startups avec lesquelles on travaille. Donc, on établit rapidement des contrats pour que les choses soient claires et qu'on puisse travailler sereinement. Donc voilà, donc on gère la propriété intellectuelle de nos partenaires. Et puis, partenariat, alors ensuite, on embarque souvent soit sur des projets financés par un client, soit sur des projets financés par le budget R&D d'Atos. Quand on voit le terme sur le slide rapide, ça veut dire que ça, c'est tout un process qui rend éligible un projet de R&D dans l'infrastructure Atos. Et donc, il y a plusieurs manières comme ça de collaborer sur des POC, soit en faisant des ateliers d'idéation, soit en faisant des projets collaboratifs, ou soit en faisant des offres qui vont adresser un secteur de marché spécifique. Donc, tout ça, c'est organisé chez Atos par l'intermédiaire d'un outil qui a été souhaité par notre CEO, Élie Girard, qui a vraiment souhaité qu'on structure l'adressage et qu'on capitalise sur
notre connaissance du nombre important de startups. Hein, vous imaginez le nombre de startups de par le monde où Atos peut avoir des connexions avec. Et donc, il y a un outil qui s'appelle Scaler qui permet comme ça de suivre. Hein, c'est un portail web qui permet de suivre l'ensemble de niveaux de connexion et d'intimité qu'on a avec les startups sur les différentes typologies, soit sur les fonctions métiers en fonction des industries, soit sur des axes géographiques. Donc, ça nous permet de voir si on est à un niveau de discussion très en amont, si on a déjà fait des POC, et tout ça, ça nous permet de capitaliser sur la relation qu'on a avec nos startups. Et pour bon nombre d'entre elles, on a une histoire qui date de plusieurs semaines et de longue date, et on a des success stories comme ça qui existent. S'il y a eu une démonstration de Mundi, vous avez pu constater que sur Mundi, il y a pas mal de startups qui sont agrégées autour de cette thématique, par exemple, de l'observation de la Terre. Voilà un petit peu pour l'approche d'Atos par rapport aux startups. Très bien, merci Jérôme. Je vais passer maintenant la main à Cyril Sauvignac, qui est en charge du lab de Bordeaux, pour vous montrer un cas concret de collaboration avec le réseau d'entreprises locales dans le sud-ouest. Bonjour à tous, oui, Cyril Sauvignac, je suis responsable du Lab Innovation à Bordeaux et effectivement je fais partie de ce réseau de startups qui va travailler avec, de ce réseau d'InnoLab qui va travailler avec l'ensemble de notre écosystème et je vais vous présenter un peu notre stratégie autour des transports intelligents. Peut-être le prochain slide. Donc là, on voit en fait une démarche qu'on a chez Atos, alors qui est menée globalement en Nouvelle-Aquitaine, puisque je dirais il y a tout un réseau en fait de startups, de PME qui vont travailler sur tout ce qui est nouvelles normes de communication autour des véhicules. Donc, ce qu'on voit là, en fait, c'est vraiment la picture de l'ensemble des communications entre véhicules, comment sont agencés l'ensemble des nœuds qui vont traiter ces communications. Donc, on va retrouver bien sûr le nœud national qui est géré par le ministère de l'écologie, qui s'occupe de l'ensemble des rocades, par exemple, mais également des nœuds plutôt privés et je dirais une stratégie de mobilité globale qui peut être définie au niveau du territoire. Bien sûr, sur je dirais tout ce qui est frontière, il y a une interopérabilité entre chaque nœud nationaux, entre par exemple l'Espagne, la France, etc., sur lesquels, comme on se repose sur les mêmes normes de communication entre véhicules, eh bien, on peut passer, je dirais, d'un pays à l'autre et avoir une continuité de service. Donc, c'est quoi l'idée derrière? C'est vraiment d'anticiper le futur avec l'introduction du véhicule autonome. Les véhicules peuvent communiquer directement entre eux et je dirais, on a beaucoup de cas d'utilisation autour de ça. L'idée étant pour le véhicule d'avoir une contextualisation de l'ensemble de son environnement. Donc forcément, on va retrouver tout ce qui est information embarquée, avec, je dirais, tout ce qui peut être également freinage d'urgence, sécurité routière autour de véhicules, mais de façon instantanée. Tout ce qui est meilleure gestion de trafic grâce à une meilleure optimisation des infrastructures. Donc, ça va beaucoup avec les stratégies de décarbonation et l'idée de mieux réguler le trafic, de bien donner les priorités suivant le trafic en cours. Tout ce qui est autour forcément des gens qui vont travailler sur les voies pour dire assez rapidement qu'il va falloir dérouter sa trajectoire puisque voilà, il y a peut-être un véhicule en panne ou des travaux sur la route. Donc on va retrouver un peu dans le même esprit le fait de laisser la priorité aux véhicules d'urgence, puisqu'on va être notifié que le véhicule d'urgence va passer et donc qu'il faut également se pousser pour le laisser passer. Et donc voilà, tout ce qui est autour de meilleure régulation du trafic, mais aussi l'ensemble des points d'intérêt qu'on peut trouver, la disponibilité sur les parkings, la disponibilité des bornes de recharge, etc. Donc tout ça, c'est standardisé au niveau de l'Europe par l'initiative ETSI. Et effectivement, toutes ces communications sont standardisées et implémentées, mais aussi sécurisées, puisque Atos gère l'ensemble des clés de communication au niveau européen.
Prochain slide. Donc là, je vais vous présenter dans la continuité de cette stratégie autour des transports intelligents et des communications entre véhicules et infrastructures, un projet justement qui veut intégrer également le trafic ferroviaire en lien avec le trafic routier. Donc on voit, l'idée c'est vraiment sécuriser et je dirais avoir l'ensemble des normes de communication entre véhicules et infrastructures autour d'un passage à niveau. Bon, il y a eu des accidents tragiques en Nouvelle-Aquitaine autour du passage à niveau et c'est vraiment définir comment on peut enlever les défaillances qu'on peut trouver sur les passages à niveau et également s'il y a un problème sur le passage à niveau, forcément pouvoir communiquer avec le train et éviter bien sûr une collision. Donc c'est l'idée globale autour du projet. Pour réaliser ça, bien sûr, il faut que l'ensemble, je dirais, que ce soit le passage à niveau, le véhicule, le train, soit capable de communiquer ensemble via une plateforme standardisée véhicule to all. Prochain slide, s'il te plaît. Donc l'idée pour Atos autour du projet Stark, donc qui est vraiment une idée de système anti-collision autour des passages à niveau, qui peut être étendu d'ailleurs à d'autres passages tels que ceux des tramways. C'est d'avoir une supervision globale, je dirais, de l'ensemble des communications, de les sécuriser et de permettre, je dirais, la mise en place de tout cet écosystème qui va incorporer le trafic ferroviaire, les infrastructures ferroviaires et les véhicules. Et également tout ce qui est transport urbain. Donc, on voit l'idée de cette stratégie globale ici via le slide qui peut être extrapolée, je dirais, à une vision plus haute avec le Smart City, puisque l'idée, c'est d'aller un peu au-delà de ces plateformes de transport intelligent avec des use cases qui vont aller également sur le fait de mieux organiser globalement la mobilité pour le territoire. Donc autour du projet Stark qui a été labellisé par Aerospace Valley et qui est, je dirais, porté par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, le consortium mis en place, on voit le consortium ici mis en place, Atos plus sur la plateforme cloud de supervision de l'ensemble des communications. On travaille, alors Geosat est le leader de ce projet. Geosat, qui est une PME experte dans tout ce qui est map à haute définition et qui est un élément très important, je dirais, pour avoir une visualisation pour les véhicules du contexte, mais avec je dirais, une géologue très fine. On va trouver également Aguila dans le Pays Basque, qui est spécialiste des systèmes embarqués dans les transports urbains et donc qui va travailler avec des transporteurs urbains qui passent justement sur ces passages à niveau pour mettre en place les équipements dans le bus et qui délivre également, je dirais, des équipements dédiés à la sécurité de ces transports urbains avec le fait de pouvoir désenfumer un bus ou couper automatiquement les ceintures. Et donc effectivement, on va trouver comme gros acteurs Thales qui travaille sur le train autonome, mais également, je dirais, sur tout le edge computing autour du passage à niveau. Un élément important, c'est aussi Bordeaux INP Le Labri qui a aujourd'hui lancé une chaire autour des transports intelligents et une filière avec l'INSERB qui travaille et qui forme, je dirais, les gens, enfin les étudiants à tout ce qui est normes de communication V2X. Et donc, il va nous aider bien sûr sur la standardisation des communications, mais également sur tout ce qui va être simulation de l'ensemble du système qui va nous permettre d'affiner l'ensemble des algorithmes anti-collision, puisque le but est bien là, c'est vraiment prévenir les collisions. Si le train a le temps de s'arrêter ou si on a une défaillance, je dirais, du passage à niveau, mais voilà que les conducteurs soient notifiés en temps réel pour éviter toute collision. Voilà, c'était une vision rapide d'un projet d'innovation qui se lance maintenant et qu'effectivement qu'on a validé avec Aerospace Valley et qui va être
porté également par l'initiative Ferrocampus avec le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Merci Cyril. Donc c'est un lien avec les startups de la région, mais c'est aussi un lien avec l'ensemble du tissu éducatif et recherche. On a différents personnels qui sont formateurs dans les universités et les écoles d'ingénieurs de la région. Et on a plusieurs tests CIFRE qui sont en cours ou qui viennent de se terminer avec les labos de Toulouse et Bordeaux. Donc je vais passer maintenant la main à Louis Goupil, qui démarre sa thèse avec le laboratoire du CNRS de Toulouse. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Louis Goupil. Comme l'a dit Sébastien, je démarre une thèse CIFRE depuis 4 mois là, avec l'INOLAB de Toulouse et le laboratoire, le LAS du CNRS, à Toulouse également. Et ma thèse porte sur faire de la maintenance prédictive dans l'impression 3D. Donc en fait, le principe, c'est détecter les défauts sur des pièces lors de l'impression 3D afin d'améliorer la qualité des pièces et l'efficacité de l'impression. Tout cela, ensuite, un objectif de réparer ces défauts en temps réel. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, pourquoi ce projet est-il intéressant? Déjà, puisqu'il il a pour objectif d'augmenter l'efficacité de l'impression des pièces 3D, mais également leur qualité. Et enfin, l'interprétabilité des raisons pour lesquelles il y a des défauts lors de l'impression des pièces 3D. Et également, il permet de décroître le temps de production, de réduire le temps de production, de réduire le temps de maintenance, puisque l'objectif c'est que ce soit un système automatique qui détecte les défauts et qui les corrige automatiquement, et de réduire le gaspillage de ressources lorsque il y a une pièce qui est mal imprimée et qu'on doit en fait jeter. Et tout cela permet de réduire les coûts de production. Slide suivante, s'il te plaît. Donc quel est le principe derrière ce projet? Donc c'est tout d'abord de récupérer de nombreuses informations sur l'impression lorsque l'impression est en cours à l'aide de capteurs sur la machine, donc l'imprimante 3D qui peut être par fabrication additive ou par fusion. Mais moi je travaille principalement sur une imprimante à fabrication additive. De récupérer toutes ces données, ensuite d'utiliser des méthodes d'intelligence artificielle hybride, c'est-à-dire qui mélangent des règles métiers, des connaissances métiers que l'on a préalables, et des connaissances apprises sur les données à l'aide, par exemple, de réseaux de neurones ou de machine learning, de mélanger ces deux approches afin d'obtenir des résultats plus pertinents qui permettent de juger de la qualité de la pièce. Et dans un premier temps, l'objectif c'est juste de déduire, enfin de prédire la qualité de la pièce lors de l'impression. Et dans un second temps, c'est de réparer en temps réel les défauts sur la pièce afin de corriger le défaut avant qu'il arrive et de gagner en temps et en matière, etc. Tout ce que j'ai présenté avant. Donc voilà pour mon projet. Merci Louis. Donc ça, c'est une thèse qui est en cours, qui vient juste de démarrer sur Toulouse. On a une deuxième thèse qui, elle, s'est terminée il y a très peu, qui a été menée par Nadia Chabouni. Nadia, je te laisse la main. Oui. Bonjour, donc Nadia Chabouni, actuellement ingénieure docteur chez Atos au sein de l'équipe INOLAB Bordeaux. Mon histoire avec Atos a commencé depuis mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur à Atos Toulouse, là où j'ai travaillé sur un sujet de recherche. Et par la suite, j'étais intéressée par faire une thèse CIFRE, donc pour voir le milieu industriel ainsi que le milieu académique et de développer une solution là où on fait du recherche et du développement, quoi. Et du coup, vu que le sujet de Smart City était un sujet qui m'intéresse énormément, j'étais mise en contact avec l'INOLAB Bordeaux Atos et j'ai réalisé ma thèse que j'ai présentée juillet dernier, intitulée du coup la détection et la prévention des intrusions dans les systèmes connectés, donc l'IoT, grâce aux techniques de machine learning. Donc là, la problématique de la thèse, c'est mise en place
vu que le nombre d'objets connectés est en train d'augmenter avec un rythme effréné dans le monde. Et là, on trouve les objets connectés un peu partout dans tous les domaines. Ce qui fait que chaque industrie, elle vient avec sa propre solution customisée, avec ses propres hardware et software, dans l'objectif de mettre leur solution le plus rapidement possible sur le marché. Du coup, ce qui fait qu'on a moins de vérification et moins de sécurité incluse dans ces objets connectés. Du coup, l'idée de la thèse, c'est de travailler sur une stratégie de standardisation. Et du coup, on s'est concentré sur le standard OneM2M, qui est un projet de partenariat international et qui standardise l'écosystème IoT en définissant une couche de services machine-to-machine commune pour les applications multi-industrielles. Donc, on va passer d'une architecture verticale, là où chaque industrie vient avec sa propre stack, vers une stratégie plutôt une couche horizontale. Ça d'un côté. De l'autre côté, on a le fait que les attaques de sécurité sont en train de devenir plus complexes et plus diversifiées, ce qui fait que maintenant, les mécanismes existants, ils sont soit inadéquats pour l'IoT, soit pas assez pour les sécuriser. Et l'idée de la thèse derrière, c'est de pouvoir détecter et prévenir, du coup, soit des menaces qu'on connaît auparavant, soit les nouvelles variations des menaces qu'on connaît, ou des menaces qu'on n'a jamais vues auparavant, quoi. Les attaques, comme on appelle les zero day, par exemple. Et l'idée, c'est d'utiliser, pour faire cela, c'est d'utiliser des techniques de machine learning, d'apprentissage automatique, pour les détecter. Pour faire cela, donc, on a proposé un système de détection et d'intrusion, un IDPS, pour le standard OneM2M grâce aux techniques de machine learning. Et le produit final du coup de cette thèse, pour avoir plutôt un IDPS efficace et résilient, ben, il était important de respecter 5 caractéristiques, dont l'interopérabilité. C'est le fait que notre solution elle est interopérable avec toute plateforme mettant en œuvre déjà le standard OneM2M. On a aussi l'autonomie, donc respecter l'autonomie, la mise en échelle et les contraintes des ressources IoT. Et cela, on l'a mis en place grâce aux combinaisons de paradigmes de fog et cloud computing. Comme troisième caractéristique, c'est la modularité. Donc, on s'est basé sur une architecture modulaire avec 4 modules séparés et indépendants afin d'assurer une meilleure organisation des fonctionnalités de façon séparée et une maintenance plus facile. Par la suite, on a aussi du coup l'adaptabilité et l'extensibilité, des capacités de détection et de prévention grâce à un module d'apprentissage automatique. Et enfin, on veut notre système IDPS, il répond activement et en temps réel. Donc, ce qui fait une stratégie de prévention qui consiste à prendre des mesures immédiates et appropriées pour assurer la disponibilité des services. Donc, cette thèse-là, j'ai oublié de le mentionner, mais elle a été réalisée donc, avec chez Atos et avec le Labri, qui est le labo bordelais d'informatique, de mathématiques et d'informatique, là où on a trouvé les compétences académiques et de recherche pour bien mener cette thèse. Merci Nadia. Donc là, vous avez vu nos activités côté startup et maintenant labo. On va passer à des activités plus tournées vers l'industrie et nos clients. Donc je vais passer la main à Bruno Millard pour le secteur spatial. Bonjour à tous. Je laisse passer sur le slide d'après. Voilà, vous allez voir une vidéo qui va tourner en même temps que je vais parler. Donc, je voulais parler des activités spatiales, effectivement, d'Atos, qui sont localisées sur plusieurs centres de compétences. Le premier, c'est évidemment à Toulouse, à côté de chez vous. Le deuxième, c'est à Vienne, en Autriche. Et puis, on a d'autres aussi, centres aussi qui sont basés à Prague et puis Brasov en Roumanie. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On fait plusieurs choses. Je vais vous expliquer ça en détail dans le prochain slide. Mais on a des positions assez importantes dans le New Space, notamment par exemple sur le test des satellites. On est le numéro 1 en Europe. On est présent dans 90% des missions sur des missions spatiales, avec des positions aussi très fortes sur les satellites commerciaux, puisqu'on monitore tous les satellites commerciaux sur un certain nombre de clients importants en France, en Europe et dans le monde en entier.
Je vais te laisser passer au slide suivant. Voilà, donc les activités, hein, en gros, il y a 5 grandes activités. Le premier qu'on résume en Space Engineering, et on travaille déjà avec plusieurs d'entre vous sur la certification et pour vous aider en fait à certifier le software qui est embarqué dans les satellites, hein, avec une solution qui a été développée avec le CNES. On travaille aussi sur les Software Defined Ground Station, hein, et notamment les modems. Donc ça, c'est une offre qui est en cours avec, avec des fundings qui viennent de l'Agence spatiale européenne. On travaille aussi avec vous en exploration sur du hardware pour des nanosatellites, hein, donc tout ce qui est edge computing et tout ce qui est traitement du signal et RF. Dans les tests pour satellites, hein, on est, ce que je disais tout à l'heure, on est le numéro 1 en Europe, hein, donc on travaille avec évidemment les grands donneurs d'ordre qui sont Airbus, qui sont Thales, Alenia Space, qui sont OHB, mais aussi avec les plus petits producteurs de satellites. On est numéro 1 en Europe. On travaille aussi avec tous les grands fournisseurs de constellations de satellites, hein, qui sont les OneWeb aux États-Unis, qui sont les Telesat au Canada, pour tester tous leurs satellites au sol. Dans ce qu'on appelle les opérations, le midstream, hein, des satellites, on a deux grosses activités. On a l'activité de monitoring des satellites, hein, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'interférence et localiser les interféreurs qui soient volontaires ou non volontaires, hein, et pour aider donc les opérateurs à améliorer leur qualité de service. On est aussi un acteur important de ce qu'on appelle le Space Situational Awareness, hein, puisqu'on travaille avec le CNES pour développer leur outil d'aide à la localisation de tous les débris et l'aide à la proposition de modification de trajectoire pour éviter ces débris-là. Ça, c'est une activité très importante qui est basée sur Toulouse. Et puis, pour le CNES encore, et aussi pour un certain nombre des opérateurs de satellites, dont certains d'entre vous, on a développé le nouveau centre de contrôle, hein, du CNES, hein, qui est aussi disponible commercialement en fait, hein, pour tout ce qui est mission control de tous les satellites, pour tous les opérateurs de satellites. Donc ça, c'est quand même un gros investissement qui a été développé aussi sur Toulouse, pour aider tous les opérateurs de satellites à bien gérer leur mission. Et ça, c'est un gros développement dont le premier lancement, hein, va commencer à partir de la deuxième partie de cette année. Et puis il y a Kineis qui va suivre aussi dans la foulée. Le dernier point qui est très important dans notre activité, c'est tout ce qu'on appelle le downstream. C'est l'activité en fait de dissémination et d'analyse des données d'observation de la Terre. Donc on a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne pour être un des plus gros fournisseurs et mis à disposition sur une plateforme as a service des données d'observation des satellites Copernicus, hein, et on propose une plateforme as a service pour tous les utilisateurs, tous les startups, tous les fournisseurs de services qui ont besoin d'utiliser ces données d'observation de la Terre, hein, pour faire tout ce qui est analyse de ces données et dissémination de ces données à l'utilisateur final, hein, ou à la société finale qui en a besoin. Donc ça, c'est une grosse compétence, hein. On gère plusieurs centaines de terabits de données. On a une capacité de big data et d'analyse, hein, grâce à nos compétences en big data, en high power computer d'Atos pour gérer tout ça. Le slide suivant, c'est un petit peu les références, hein, dans chacun des domaines, hein. Donc pour le satellite monitoring, on vient de gagner une rénovation complète du système de monitoring pour Eutelsat. Dans le secteur du command and control, hein, ce que je disais, c'est qu'on a été sélectionné par le CNES pour rénover complètement le produit qu'ils utilisent. Dans tout ce qui est Space Data Platform, hein, il y a un des exemples, mais je crois qu'il y a à peu près 3000 sociétés qui utilisent aujourd'hui notre plateforme Mondi, hein, de Data Platform. Donc par exemple, il y a Telespazio avec Atos qui permettent en fait à tous les dans le secteur de l'agriculture d'optimiser les données d'observation de la Terre pour optimiser toutes les solutions liées à l'agriculture. Dans tout ce qui est satellite testing,
On est assez fiers de pouvoir tester tous les satellites de OneWeb sur leur production en Floride. Donc aujourd'hui, on a à peu près 200 satellites testés et puis il en reste encore un certain nombre derrière à faire. Et on est partie prenante avec nos solutions de EGSE. Et puis dans le Space Flight Software, pour la certification, donc on développe ça avec le CNES et puis on sait que plusieurs d'entre vous utilisent les solutions avec des ingénieurs d'Atos de chez nous. Voilà. Je vais laisser la parole à Jean-Daniel qui va vous exposer une solution d'intelligence artificielle qu'on fait aussi dans le domaine spatial. Oui, bonjour à tous. Donc, Jean-Daniel Buzy, architecte système guerre électronique. On travaille donc pour le spatial dans le domaine de SIGINT. Donc, le Signal Intelligence, c'est le renseignement d'origine électromagnétique en français, qui vise à détecter et identifier en fait les émetteurs, que ce soit radar ou communication, à partir d'une plateforme, donc notamment à partir de satellites. Et l'objectif, c'est donc de faire du renseignement, de remplir des bases de données pour que les opérateurs sachent identifier, que ce soit au sol ou via les satellites, les émetteurs proches et donc savoir s'il y a des ennemis potentiels à proximité. Donc, pour décrire rapidement un système SIGINT, ça a une chaîne de réception qui va capter l'ensemble des signaux détectables, les amplifier, les filtrer. Ensuite, on réalise une numérisation et à l'issue de cette numérisation, on va analyser les signaux, alors de deux façons différentes, via une extraction de features ou par une analyse directe des données brutes après filtrage. Et donc l'idée, c'est ici d'apporter une nouvelle approche en utilisant de l'intelligence artificielle, là où on avait des algorithmes un peu plus classiques jusqu'à présent. Donc slide suivante. Voilà. Donc on a en fait deux approches différentes en fonction des types de clients qu'on va attirer. Soit des clients qui sont peu expérimentés avec peu de données et souvent de la donnée non labellisée. Dans ce cas-là, on a un travail plutôt sur des algorithmes non supervisés où on apporte notre connaissance dans le domaine du SIGINT et aussi nos expériences et nos compétences en intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, en fait, on a une thèse qui est en cours, qui permet de développer une nouvelle approche d'intelligence artificielle non supervisée. Et on a une approche beaucoup plus complète qui est pour les utilisateurs qui ont beaucoup plus de données et surtout de la donnée labellisée. Et souvent, ces utilisateurs-là ont une très forte expérience, une très bonne connaissance de leur domaine. Et leur objectif, c'est vraiment de se concentrer sur le renseignement. Et dans ce cadre-là, on utilise donc l'intelligence artificielle en mode supervisé pour obtenir des résultats beaucoup plus performants que les algorithmes classiques et surtout pouvoir apprendre plus régulièrement des résultats précédents obtenus par les opérateurs. Et dans ce cadre-là, on a un POC qui est en cours pour montrer les gains de performance qu'on peut avoir dans ce domaine-là. Slide suivante. Et donc, dans le cadre de ce POC, on a donc des avantages techniques qui sont d'apprendre régulièrement des algorithmes actuels qui font des erreurs systématiques, mais aussi qui ont des résultats assez bons dans une bonne majorité des cas, mais surtout d'apprendre des résultats des opérateurs. Et ça, c'est le point qui va nous permettre en fait de gagner en termes de performance, c'est-à-dire de ne pas forcément se caler que sur des algorithmes classiques qui ont vraiment des erreurs très très systématiques et qui ne sont jamais mises à jour. Et en plus, on va aussi travailler grâce aux mises à jour des bases de données, grâce au travail des opérateurs. Et ces mises à jour vont permettre de détecter des nouveaux émetteurs et aussi de remplir la base avec des informations concernant ces nouveaux émetteurs-là. Et donc de permettre aux opérateurs d'avoir des résultats beaucoup plus précis au fur et à mesure que le système sera rempli. Et les avantages techniques que ça implique, c'est que ça permet d'avoir moins d'intervention des opérateurs sur les erreurs systématiques, d'avoir une identification plus rapide des nouveaux émetteurs non détectés jusqu'à présent, et donc de permettre aux opérateurs de se concentrer vraiment sur leur mission première, qui est de faire de la caractérisation d'émetteurs, et donc de perdre moins de temps dans des tâches qui sont très très répétitives, qui sont le traitement d'émissions un peu ou sur lesquels il y a eu des erreurs trop systématiques et de gagner en temps pour vraiment faire du renseignement qui est leur rôle et leur objectif.
Merci Jean-Daniel. Juste peut-être une petite aparté là sur nos activités de Singint. Pour souligner qu'on est un des acteurs majeurs hein, de la guerre électronique et donc notamment de l'intelligence sur les signaux et notamment le traitement pour sourcer tous ces signaux notamment via des solutions d'intelligence artificielle pour le ministère de la Défense et des Armées françaises. Donc on est avec notre filiale Avantix en France, on est un des acteurs majeurs sur tout ce qui est spatial et traitement du signal spatial pour tous ces émetteurs de Singint. Ouais, je voulais juste souligner ça. Merci. Donc on travaille dans l'activité spatiale, comme l'ont signé Jean-Daniel et Bruno, également sur la partie production, il y a aussi des bandes de test. Plus généralement, dans l'industrie, on intervient chez nos clients dans le sud-ouest et dans le reste de la France pour les accompagner dans leur processus industriel et l'amélioration d'efficacité, de performance et de productivité. C'est notamment ce qu'on fait sur l'inspection qualité. Aujourd'hui, on développe des activités autour du contrôle qualité des produits. Alors, ça peut être des produits en ligne à haute cadence sur du retail ou sur des industries manufacturières de haute cadence, mais aussi des contrôles plus complexes sur l'industrie spatiale aéronautique, avec à chaque fois une approche complète depuis le capteur jusqu'à l'infrastructure qui va héberger les résultats, en passant par la robotisation, l'automatisation des systèmes et la définition des algorithmes qui vont réaliser l'inspection de qualité. En termes de cas d'usage, tout ça, perdu la main. En termes de cas d'usage, on couvre depuis l'inspection des assemblages finaux pour des pièces manquantes, mal orientées, des problèmes de métrologie avec des affleurements de rivets par exemple, ou des affleurements entre plaques, jusqu'à des choses plus subtiles du type quelle est la transparence d'un hublot d'avion, comment on a une déformation entre la lumière extérieure et ce qui est perçu par le futur passager. Donc ça, c'est des contrôles qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre. On a une solution sur le sujet. Et puis, pour aller jusqu'au bout, on sait aussi faire du contrôle directement dans le process et arriver à corriger, notamment sur le contrôle soudure dont je vais vous reparler, corriger directement les défauts avant qu'ils ne soient produits. Quel est le besoin des clients? Globalement, c'est de s'assurer qu'ils tiennent la traçabilité de bout en bout sur leurs produits, détecter les conformités et les non-conformités, puisqu'il y a de plus en plus de réclamations de leurs clients ou des usines qui sont en aval dans la chaîne pour optimiser leur coût interne. Donc, arriver à tamponner un produit qui sort bon, et en avoir la preuve avec un PV de contrôle, c'est d'autant mieux pour assurer l'ensemble de la qualité sur la chaîne logistique et gérer tout ce qui va être les coûts directs et indirects des non-qualités. Nos clients ont aussi besoin de réduire cette non-qualité, c'est pour ça qu'on met, une fois qu'on a mis en place des systèmes d'inspection, des algorithmes d'intelligence artificielle pour arriver à comprendre quelles sont les causes racines, optimiser les facteurs de production pour pouvoir réduire ces non-qualités et contribuer au global à une réduction de cette non-qualité, une réduction du temps passé à contrôler les non-qualités et in fine une meilleure profitabilité pour l'entreprise. On le constate chez nos clients, une réduction significative des non-qualités exportées une fois qu'on a mis en place nos systèmes, l'ordre de moins de 95%. Également une réduction très importante des temps d'inspection, puisqu'on a beaucoup aujourd'hui d'inspections qui sont faites visuellement à la main avec des outils relativement âgés. Et nos systèmes robotisés permettent de déplacer ça et de s'assurer qu'on fait au moins aussi bien qu'un inspecteur qualité, tout en lui permettant du coup de se consacrer plus à l'amélioration du processus industriel et moins à des tâches rébarbatives d'inspection et d'administration des inspections.
Pour les cas concrets, c'est une sélection, mais vous voyez ici un système portatif d'inspection 3D, donc qui est qualifié en laboratoire de métrologie à 4 centièmes de millimètre en termes de précision. Le principe, c'est d'utiliser ce système portatif pour mesurer notamment des désaffleurements, des enfoncements de rivets, des mises en parapluie de rivets. Vous voyez l'interface, on a directement tout le calcul qui est fait dans la machine qu'on a mis au point avec notre partenaire TPSH. Et le sanctionnement des rivets est fait directement pour l'opérateur. C'est-à-dire que là, en une passe de quelques secondes, on a qualifié une cinquantaine de rivets à 4 centièmes de millimètre. Donc le gain du temps d'inspection est très important et également le gain administratif puisque tous ces rivets sont déjà qualifiés, le rapport de contrôle est réalisé automatiquement. L'inspecteur qualité n'a plus qu'à poser sa signature pour le processus de certification. Dans un segment de marché différent, on met au point en R&D dans le lab de Toulouse des systèmes portatifs plus légers à très faible coût. L'objectif, c'est pas de viser l'inspecteur qualité, mais l'ouvrier qui peut lui-même faire son autocontrôle et donc gagner du temps de process et de vérification sur l'ensemble de la chaîne industrielle. Vous voyez ici un système de détection de rayures sur des plaques aluminium qui sont très, très brillantes. On vise des autonomies similaires au système précédent. Actuellement, le prototype tient plus de 2 heures, est extrêmement léger et à un coût très faible, ce qui nous permet d'équiper toute une chaîne de production pour que chacun en ait un dans la poche ou sur le poste, attaché au poste de travail. Un dernier exemple, sur du contrôle in process, donc je vous ai évoqué tout à l'heure la capacité à corriger en direct les défauts. Donc là, vous voyez un robot de soudure. On a installé sur ce robot une caméra infrarouge qui va monitorer le bain de fusion de la soudure pour identifier automatiquement s'il y a une divergence. Par exemple, si la vitesse d'avance est trop rapide et qu'il y a la fusion, le cordon est mal déposé, s'il y a des problèmes sur la focalisation du laser qui va faire la fusion également. Ça, on le voit avec cette caméra ultra rapide et on va pouvoir analyser directement, catégoriser quelle est la cause du défaut qu'on voit à la caméra. Si c'est par exemple la vitesse d'avance, on va pouvoir identifier ce paramètre et faire une boucle de retour vers le contrôle commande du robot pour ralentir la vitesse d'avance. Donc tout ça, ça permet de passer au cran d'après de l'inspection qualité. On n'est plus en inspection, on est en prévention des défauts. Directement dans le process, on va s'éviter la génération de défauts et on n'a plus besoin de faire des inspections par la suite. Voilà un petit aperçu de ce qu'on fait dans l'industrie 4.0 sur l'inspection qualité. Je vais repasser la main pour conclure cette présentation à Cyril pour nos activités sur la Smart City. Peut-être juste avant, Sébastien, préciser que les 3 cas d'usage que tu viens de montrer sont disponibles sur le lab de Toulouse. Et que, oui, tout à fait. Si vous souhaitez voir les systèmes en fonctionnement, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont à la fin de la présentation. On peut se déplacer relativement facilement avec les différents prototypes. Celui sur le robot est à qualifier pour vérifier que vous avez bien la possibilité d'intégration sur vos robots. Mais généralement, c'est le cas. Il y a souvent une position adaptable pour les caméras. Et globalement, on peut faire des démonstrations et vous montrer le système directement en fonctionnement sur vos produits et vos productions. Cyril ? Oui, prochain slide, s'il te plaît. Oui, effectivement, je vais vous parler de l'approche d'Atos autour des territoires intelligents. Hein, donc, on voit l'idée étant, je dirais, d'ingérer l'ensemble des sources de données de la ville, qu'elles soient issues des capteurs de serveurs Edge ou, je dirais, des réseaux sociaux, et de, je dirais, les standardiser dans des modèles communs définis au niveau européen, hein, puisque, je dirais, au niveau de l'Europe, il y a une définition en fait de l'ensemble des modèles de données qu'on peut trouver. Donc l'idée étant derrière d'avoir une hypervision de l'ensemble de ces domaines
et je dirais également des tableaux de bord, mais aussi le fait d'animer tout un écosystème d'entreprises et de startups qui vont pouvoir proposer des services à valeur ajoutée. Donc l'idée vraiment des plateformes territoires intelligents, c'est de standardiser la donnée et de pouvoir, je dirais, rajouter des services. Et c'est comme un peu un jeu de Lego où je dirais un ensemble de partenaires vont pouvoir se greffer et rajouter des applications. Prochain slide, s'il te plaît. Donc pour faire ça, hein, on s'appuie sur les standards européens. On va trouver la communauté Feeware qui va proposer un ensemble de briques open source justement sur des bus d'échange standardisés au niveau européen et notamment au niveau de l'ETSI, hein, qui va définir le format d'échange des données, comment on interagit dans l'ensemble de l'écosystème via des API ouvertes. On retrouve ce qui a été présenté par Nadia, hein, la stratégie d'interopérabilité IoT, mais l'idée de ces plateformes, hein, c'est bien d'intégrer un ensemble de solutions IoT, quelles qu'elles soient. On retrouve forcément après les standards plus orientés mobilité avec le coopérative ITS sur les transports intelligents et tout ce qui est DATEX pour l'information routière. Prochain slide. Donc l'idée autour de ça, c'est vraiment de développer, je dirais, des cas d'utilisation. On voit quelques exemples ici avec notre écosystème. Donc la tranquillité citoyenne, hein, ça va être tout ce qui est autour de la surveillance via les caméras, mais aussi tout ce qui est autour de l'analytique, hein, pour détecter sans intervention humaine ce qui se passe sur le territoire. Donc on retrouve les services aux citoyens puisque l'idée via cette plateforme d'échange de données, c'est de produire de nouveaux services. Tout ce qui est autour de la mobilité, hein, avec, je dirais, l'ingestion de l'ensemble des sources de mobilité et tout ce qui peut être aussi sur les stratégies de décarbonation et d'aménagement du territoire. Hein. Ça va jusqu'au plan de mobilité puisque l'idée étant de savoir comment se déplacent les gens pour proposer les bons aménagements sur notre territoire. Ça peut être des voies cyclables ou proposer des alternatives à l'autosolisme. Et on va trouver tout ce qui est environnement et écologie urbaine. Hein. C'est très lié également avec l'observation de la Terre, puisque là, effectivement, l'observation de la Terre va amener beaucoup d'informations sur l'écologie, les îlots de chaleur, où est-ce qu'il faut revégétaliser. Donc forcément, hein, cette stratégie de plateforme territoire intelligent intègre cette brique d'observation de la Terre qui va également se décliner sur la gestion des ressources. Alors, il y a toujours un côté terrain avec les capteurs, mais il y a également ce côté toujours observation de la Terre qui peut aller jusqu'à l'énergie, etc. Et on trouve effectivement l'urbanisme et tout ce qui est plan d'équipement pour une stratégie globale pour le territoire. Peut-être ce que je propose, c'est de vous faire une démonstration rapide. Donc, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais aller vite. Hop, on voit ici, j'imagine, mon écran. Donc là, on va trouver en fait tous les blocs de la plateforme qui vont permettre l'ingestion des données et puis après un ensemble de verticaux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette plateforme, elle se veut interopérable. C'est une plateforme as a service. Et derrière, l'idée, c'est vraiment également proposer l'ensemble des kits de développement pour l'étendre en fait. Puisque l'idée, c'est vraiment un socle qui va être étendu pour proposer de nouveaux cas d'utilisation. Donc, cette plateforme, elle va marcher sur je dirais, des modèles standardisés. Alors là, on trouve des modèles européens qui s'intègrent directement dans la plateforme, qu'on déploie à la volée. On peut également proposer nos propres modèles. Un modèle assez simple, c'est la qualité de l'air qui a été définie au niveau standard européen, qu'on a intégré directement dans la plateforme et qui nous permet, je dirais, d'avoir une sémantique partagée de la donnée qualité de l'air, d'où qu'elle arrive.
Donc comment ça se traduit, hein, derrière, on va avoir diverses sources qui ont été ingérées via soit notre plateforme IoT, soit via des flux privés ou publics, dont on va trouver, je dirais, des flux classiques de l'Atmo, mais aussi, je dirais, des données de capteurs partenaires de start-up avec qui on travaille, qui fournissent des capteurs autour de la qualité de l'air qui peuvent permettre de mailler le territoire. Bon, ce qui est important, c'est que quelle que soit la source de données, au final, on va sémantiser la donnée dans le modèle que j'ai vu précédemment, qui est le modèle de qualité de l'air. Et finalement, on est capable, via le hub d'échange, de partager l'ensemble de ces données à cet écosystème. Ça veut dire que quelqu'un qui a accès à ce hub de données récupère dynamiquement l'ensemble des informations, par exemple vis-à-vis de sa géologue, ou l'ensemble de ces informations, des informations de qualité de l'air si on lui a donné le droit. Donc cette stratégie, hein, elle est extrapolable à un ensemble de domaines. Là, on voit une gestion des panneaux solaires qui est très orientée device management. On travaille ici avec une startup qui s'appelle Sena Design, hein, en Nouvelle-Aquitaine, qui propose des panneaux solaires. Et là, on voit l'ensemble d'implantation de leurs panneaux solaires. Alors, ce qui est important, c'est pas seulement de les voir, mais c'est de voir s'il y a des pannes sur ces panneaux solaires et de pouvoir les monitorer. Donc, on va trouver des dashboards dynamiques, hein, je dirais, sur l'ensemble de ces panneaux solaires. On en a un là qu'on voit qui est chez Atos, hein, où on voit la consommation. Et par rapport à ce qu'a pu, par exemple, présenter Nadia sur sa thèse, on peut faire également, je dirais, voir s'il y a des failles de sécurité au niveau de ces panneaux solaires, mais aller plus loin, voir s'il y a, je dirais, des dysfonctionnements puisque, je ne sais pas, il se recharge mal, et avoir tout ce qui est anticipation des patterns qui vont arriver dans le temps pour, je dirais, accélérer la maintenance de ces panneaux solaires. D'autres exemples, bien sûr, la mobilité, où on va agréger l'ensemble des transports, et après l'idée étant voilà, d'exploiter, je dirais, l'ensemble d'historique de ces transports et de mieux organiser la mobilité. Un autre exemple, hein, là on travaille sur Eindhoven. L'idée c'est vraiment voilà, l'ingestion le plus orientée gestion des carrefours avec l'information routière. On va avoir des centres de son et un ensemble de caméras, et on va voir l'ensemble des flots de véhicules, l'ensemble, je dirais, de la vitesse, etc., qui va permettre de prendre des décisions, en fait, comment mieux aménager ces carrefours sur le territoire néerlandais. Voilà. Merci Cyril. Voilà. Donc vous voyez que la plateforme couvre tout un tas d'usages qui ont été présentés par Cyril. Est-ce que tu peux me replacer la main sur la relancer la main, ouais. Si j'y arrive. Donc on arrive au terme pour la présentation de ce matin. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les différents sujets, vous retrouverez nos coordonnées pour avoir des compléments d'information. Et puis comme l'a évoqué Olivier en introduction, vous pouvez aussi le contacter lui si vous avez besoin d'une orientation supplémentaire vers les contacts Atos. Merci à toutes et à tous. Olivier, je te laisse clôturer. Oui, effectivement, je n'ai pas forcément de questions qui arrivent. Donc, juste pour dire qu'effectivement, on enregistre et que ce sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube du pôle pour rediffusion et repassage des meilleurs moments si vous avez besoin. Voilà, écoutez, merci à tous pour cette présentation. C'était super instructif. Je pense qu'on a une vision d'Atos que les gens n'avaient pas forcément et qui sera hyper intéressante. Donc, merci à tous et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Merci, au revoir.